Bon, alors, bon matin à tous et à toutes. Bien content de vous retrouver ce matin. Très, très heureux. Mon nom, c'est Pierre Picard et je vais être votre animateur pour cet atelier-ci qui promet d'être extrêmement fort intéressant. Donc, pour ceux dont les caméras sont ouvertes, je vous invite à les fermer ainsi que le son pour le moment. Vous allez avoir l'opportunité de les réouvrir lorsque vous irez en atelier pour discuter entre vous. Donc, pour ceux qui, par défaut, là, on n'a pas éteint leur caméra, c'est possible de le faire pour le moment. Alors donc, le réseau de l'Université du Québec, l'Université Laval, les nombreux partenaires du Forum national sur la réconciliation 2021 sont extrêmement heureux de vous accueillir à cet atelier qui porte sur le soutien et service aux étudiants des premiers peuples. Donc, on le sait, il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de contraintes, beaucoup d'irritants pour les étudiants des premiers peuples. Ils sont nombreux, il y en a plusieurs. La conjoncture actuelle nous permet justement de porter un éclairage nouveau, différent, de collaboration, de partenariat sur le soutien qu'on peut apporter et nos panélistes auront l'occasion de nous entretenir là-dessus. Alors donc, soyez à tous les bienvenus. L'atelier est d'une durée de 90 minutes. Les caméras et les micros des participants sont effectivement fermés par l'équipe technique. On les réouvrira un peu plus tard. Il y a un service d'interprétation qui est offert. Donc, veuillez sélectionner la langue de votre choix. Vous avez au bas de votre écran, moi je l'ai à droite, je présume que c'est aussi votre cas. Alors, vous avez interprétation. Alors, vous cliquez dessus et puis là, vous avez la langue de votre choix. Alors, c'est possible pour vous de le faire dès maintenant. Afin d'interagir avec les participants et participantes, on va vous inviter à utiliser la zone de clavardage là, que vous avez, qui s'appelle chat. Alors, vous pouvez, entre vous, l'utiliser à bon escient sans souci. La deuxième partie de l'atelier va être consacrée aux échanges entre les participants et vous serez invité à ce moment-là à vous diriger dans une salle Zoom, mais je vais tout vous expliquer ça un petit peu plus tard sans problème. Donc, prenez note également que l'activité est enregistrée. Alors donc, un webinaire préparatoire sur la thématique du soutien et des services aux étudiants des premiers peuples s'est tenu jeudi le 8 avril dernier. Lors de ce webinaire, nous avons eu la chance d'accueillir M. Francis Véropol, qui est chef des relations avec les Premières Nations au Centre des Premières Nations Nikanté de l'Université du Québec à Chicoutimi. On a pu également compter sur Mesdames Tania Sirois et Amélie Lainé du regroupement des Centres d'amitié autochtones du Québec, de M. Mike Degagné, de l'organisme de bienfaisance Inspire, qui ont bien voulu à ce moment-là donc échanger entre eux pour mettre à la lumière et faire sortir des éléments clés du soutien et des services aux étudiants des premiers peuples. Leurs présentations ont permis justement d'éclaircir des enjeux et d'envisager des pistes de solutions pour améliorer le soutien et les services aux étudiants des premiers peuples dans les universités. Si vous avez manqué ce webinaire, il vous est possible de le visionner à partir du site web du Forum national sur la réconciliation qu'on vient de mettre dans le chat. Alors, vous avez à cliquer sur le lien, ça vous y amènera automatiquement. Il est aussi possible de consulter différentes pistes et références en lien avec la thématique en vous référant au Padlet dont le lien est également placé dans la section clavardage justement à l'instant. Donc, en lien avec le thème du forum qui est, dans le fond, s'engager dans les pas des étudiants des premiers peuples, on va commencer cet atelier-ci par le visionnement d'une capsule vidéo absolument fort intéressante présentant les expériences et les perspectives de 11 étudiants et étudiantes et diplômés qui proviennent de chacune des nations autochtones au Québec sur la thématique. Alors, j'inviterai maintenant l'équipe technique à procéder à la diffusion de cette vidéo. Alors, on se reparle tout à l'heure. My
struggle in university was really more of an intellectual struggle for me. Just like I said earlier, because I just felt very alienated. I felt like, first of all, there's not a lot of Indigenous people at university. You know, there's a handful maybe. I'm the only Cree person at Concordia right now who's doing a PhD, so that I know of. So it's very lonely sometimes. Ben, au début, je connaissais personne là-bas. Fait que moi, je suis rentrée dans les cours, puis il y avait quand même des étudiants autochtones. Mais c'est après 2-3 cours où on commençait vraiment à se parler, puis à se côtoyer durant tout notre parcours scolaire, collégial. Mais à part de ça, je pense que c'est plus à la deuxième année où il commençait à avoir des services plus adaptés aux Autochtones. Il y avait l'embauche d'une ressource, je pense, d'une intervenante. Et on avait un local réservé pour les Autochtones. First year of university, I also got a job as a nurse. So I was working weekends at the hospital and going to school during the week. And the reason I did that was back then the funding for students wasn't that great. And the rent was really high in Ontario, so I had to sort of get a job to be able to make ends meet. And that went on for, I think, about a year. I was able to manage that while going to school and while having 2 kids with me. It was crazy, but I had to resign from my position in order to successfully get through the program, because at that point I had gotten sort of a warning to say your place in the program is in jeopardy because you're not maintaining the minimum level that you need to get through. So je me retrouvais être le seul autochtone dans le cégep, puis j'avais pas beaucoup d'amis, fait que puis je savais que j'avais besoin de soutien au niveau de mon apprentissage. Puis je savais pas trop où aller m'enligner, je savais pas trop où aller cogner la porte. Fait que j'ai quelques profs qui m'ont quand même aidé par où aller, dans quelle porte aller cogner pour que je puisse avoir de l'aide. Là, ce qui s'est passé, mes notes n'étaient pas bonnes. Fait que j'ai eu un découragement. Je me suis dit, je vais-tu arrêter d'aller à l'école? Fait que je me suis dit, je pense que je vais retourner à Manawan. Puis je me disais en même temps, ça va me permettre d'aller me ressourcer aussi, d'aller dans le bois à Manawan, puis d'aller réfléchir de qu'est-ce que je veux faire vraiment. It was a drastic change from going from CUNA, where I was like 4 students in the class, to going to Concordia, where you have like over 100 people in the class. So there was a lot of sense of loneliness from myself. Like I felt like I didn't belong along with all these other people. On est habitué, quand on est dans une communauté, notre école primaire est petite, notre école secondaire est petite quand on en a. Moi, je n'en ai pas à Wendake, mais on est toujours avec un petit groupe. Puis quand on arrive à l'université, on arrive au cégep, et on est une goutte dans un océan, puis on n'a pas le temps de se connaître, puis on n'a pas le temps, on n'a pas le même aide qu'on a, puis il y a beaucoup de monde qui n'ont besoin de l'aide. Là. Certaines personnes comme moi qui ont grandi dans la région de Québec de façon urbaine, c'est beaucoup plus facile de s'intégrer à un programme postsecondaire. Mais je pense à mes frères et à mes sœurs qui viennent des communautés qui ont toujours vécu là, dans le bois, et qui s'en viennent à l'université complètement perdus dans une région urbaine et dont le programme académique ne reconnaît pas du tout ces compétences-là. Et donc, doivent développer des compétences, s'adapter, tout en ayant peu de bagages au niveau institutionnel. C'est difficile de parler pour tout le monde, mais certaines personnes vont trouver très difficile l'adaptation. Pour plusieurs raisons. Il y en a une que je vais mentionner qui est vraiment très importante pour nous, c'est la famille. On est souvent des familles qui sont très unies, tellement qu'on va être des bassins familiales unigénérationnels. A few weeks passed and I was very homesick. It was hard, very hard. I called my dad many times crying, wanting to go home. I felt inferior to my classmates who
were almost all Southerners. C'est comme la première journée, j'ai rencontré mon aide pédagogique individuelle. Bon, il m'a tout de suite recommandé, bon, Audrey, je te propose de prendre 5 cours parce que c'est ce que font les étudiants autochtones ici. Ils font 5 cours, puis après, ils abandonnent. Puis moi, j'étais comme, non, je dois suivre le programme, le cheminement proposé, je dois prendre 7 cours. Puis dans le fond, j'avais tout le temps 7 cours ou 8 cours dans mes sessions, puis j'ai réussi à le faire en 2 ans, comme le cheminement proposé. Mais c'était plus là où j'ai senti un peu de racisme systémique. Là. But I don't know if it's because I was Indigenous or just because of my high school experience, but they expect you to not know what's going on. And they expect you to take what they call these pathways programs. And I remember being kind of offended, like, pathways, like, why can't I just figure it out like all the other students, you know? And I remember the advisor was very, very like persistent. No. If you're an Indigenous student and you're coming from up north, then you have to take pathways. And I'm like, yeah, but I'm not really coming from up north. I've been in Montreal for 6 years, but it's like he just wouldn't let it go. And he was almost forcing me to take pathways, even though I didn't want to. Ça aurait été le fun qu'il y ait un genre d'accueil spécifique pour les Autochtones, faire des activités d'intégration, puis, mais il n'y avait pas ça. Fait, je sais pas, c'était plus il manquait de quoi à la rentrée pour les Autochtones. Il y avait des enjeux de où j'allais le faire, en combien de temps je fais ma médecine. J'avais déjà un enfant à ce moment-là, un conjoint, un condo à Montréal, une vie établie. Et franchement, ce qui a été le plus soutenant à travers tout ça, c'est que j'ai rencontré les gens responsables du contingent des Premières Nations. On m'a fait visiter les universités, on m'a accompagnée et je pense que j'ai pu faire un choix éclairé. Je me suis sentie la bienvenue à travers le programme. Ce qui m'a donné beaucoup de confiance de me lancer. Et qu'il y a un conseiller pédagogique pour les Premières Nations qui est présent, mais qui nous soutient comme individus, à ce qu'on se rencontre tout simplement pour voir comment ça va. On a aussi créé à l'Université Laval une espèce de cérémonie d'accueil où au début c'était assez informel, où on rencontre puis on réseaute. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai compris, de savoir c'est qui les autres étudiants, d'où ils viennent, parce que moi, je la connais pas, la réalité de la fille qui est Innu, qui vient de la Côte-Nord. Je la connais pas, sa réalité. Puis ça l'a amené une certaine sécurité pour les étudiants des Premières Nations d'avoir ce filet-là. On cherche à regrouper, en tout cas, on interpelle les étudiants autochtones, on essaie de les faire qui s'auto-identifient finalement pour offrir des services, pour offrir des lieux de discussion et tout ça. Fait que ça, je trouve ça génial. The Aboriginal Resource Center usually opened up the semester with a feast. So you would get introduced to all the new students attending Concordia, and you get to meet up with everyone and introduce yourself and just see if anyone else was going to the same program as you. So then you'd end up making friends. I never stepped foot at Concordia's library. And I tell people this and they're like, how did you graduate? And I'm like, I didn't step foot at Concordia's library because I had the Aboriginal Resource Center. They had the computers and they also had a small little library of books that you could use. And there was an elder there that you can go speak to, or if you just need to hang out, or if you needed to smudge, like there was someone there for you as a student. Puis j'ai eu une bonne accompagnement aussi, parce qu'on a une locale pour les Autochtones à l'UQAM. Fait que j'étais pas le seul Autochtone aussi, il y en avait d'autres qui avaient dans différents programmes. Every CEGEP and every university has a center for Indigenous students, which really helps. And you can go there and you can ask questions. And most of the people that work there are Indigenous themselves. And you can speak to other students and figure out how things work. And so I remember that helping me a lot.
I met other students there, and we, so I think if I had to recommend something to other Indigenous students, that would probably be my number one recommendation. Puis c'était un lieu aussi de rassemblement. On se voyait quand même, on s'entraidait, on se motivait, puis c'était une place aussi pour se socialiser. Moi, j'ai toujours eu la fantaisie avec le groupe d'intérêt en santé autochtone de faire venir des gens là, pour un peu dire c'est quoi le vibe des Premières Nations, c'est quoi les valeurs, c'est quoi, parce qu'il y a quelque chose de beau, de différent à voir là-dedans. Puis dès qu'on sème cette curiosité-là, je pense qu'il y a une ouverture qui se fait, qui peut juste grandir par la suite. When I started in CEGEP, I was very well supported by Kativik Ilisaqnilanik, where they, as I was telling you, they had tutors, they had people check in on us, but we need more people like that within the faculties as well. Another big thing, as I was saying, is mental health. Having that support is major, because I personally, I don't mind sharing, I went to see a counselor for my mental health, but we couldn't connect because they didn't know where I came from. They didn't know my history. You need someone who's aware of that. So having counselors who are aware of your history, having psychologists there. So it needs to come academics, and mental health support is a big factor. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est ça, c'est le support. Le support de l'administration, le support des autres étudiants. C'est plus une ambiance familiale qu'on va retrouver dans cette cohorte-là. Juste le fait que c'est la même cohorte qui se suit. On a le support de l'administration, il y a une coordonnatrice du programme qui est toujours présente, là, puis elle est présente souvent dans les cours même. J'ai jamais vu ça ailleurs non plus. La personne ressource qui pourrait aider aussi, c'est qu'elle soit là en mesure pour interpréter aussi les difficultés que les étudiants peuvent avoir. C'est un peu ça aussi, là. Aussi avec des ressources pour faire aussi les ponts pour connaître les ressources, oui, mais toutes les ressources autochtones qui existent aussi dans la ville où on se trouve. Donc, cette personne ressource-là, elle peut être primordiale pour eux, pour les guider tout le long aussi, pour s'assurer qu'ils finissent leurs études là, supérieures. Et il y a tout de suite une étudiante qui est venue, il m'a comme dit « Ah, toi, t'es autochtone ?» J'ai dit « Oui ». Puis il me dit « Moi aussi ». Puis c'était comme côtoyer tout de suite. Je me suis comme sentie moins seule quand j'ai su qu'il y avait une autre étudiante autochtone. Ça m'a comme soulagée un peu de savoir que je n'étais pas toute seule. Puis il allait avoir quelqu'un qui allait m'aider dans le fond pour la suite, genre pour nos suites de cours, parce qu'on avait la même horaire. Puis ça m'a fait du bien de savoir que je n'étais pas seule. The only thing I can say that made me feel like I belong was my Inuit peers and the student residents, the school board up north. They have an office in St. Anne's, 5 minutes from the college, where they offer academic counseling and help kind of integrate us into this new world of education and way of living. And for the first year, Inuit students are required to live at the residence. So we have a cook that cooks for us, we have help. So we're really well supported in that area. And I think living there and getting help from there, and also living with my Inuit peers, we were able to connect with each other and we were going through the same thing, and that's what was the best thing for me, honestly. Une autre chose aussi, c'est quand on va à l'université, c'est qu'on se sente aussi chez nous, qu'on ait un côté un peu chaleureux. Parce que les Autochtones, on est chaleureux. Puis qu'on ait une place, qu'on soit tout le temps ensemble, qu'on fasse nos chants ensemble, qu'on fasse nos prières ensemble. Il faudrait que
comme qu'on faisait au CDFM, on faisait des workshops, on faisait des festins. Pour aider à briser les barrières d'un membre d'une Première Nation intégrée au secondaire, je pense que avant tout, c'est de s'intéresser à sa culture, de la comprendre, avant même de mettre une action. Donc, avant de pouvoir créer quelque chose, je pense que d'évaluer, et je crois que ça doit déjà exister des recherches là-dessus, il doit y avoir déjà des écrits ou des choses, mais c'est d'aller s'intéresser au mode de vie d'un membre d'une Première Nation et peut-être de poser la question directement à ces gens-là, à ces étudiants-là, comment on peut venir vous aider, vous tendre la main et vous donner ce que vous avez besoin. Qu'est-ce qui vous manque? C'est quelque chose que j'ai vu à l'université qu'il y avait un petit manquement. Puis ça, c'est comme des choses, justement, qu'on devrait travailler. Mais juste le fait d'avoir une locale étudiante et d'avoir une personne responsable qui s'occupe des étudiants autochtones ou à l'UQAM, aussi à l'EDM, c'est déjà une bonne action. Disons qu'on s'en va vers une bonne direction, mais il y a encore du chemin à faire. Merci beaucoup. Quelle belle capsule, quel beau témoignage qui, au fond, viennent cerner les principaux enjeux. On entendait les étudiants nous parler de solitude, de se sentir seul, isolé, de besoin de se... Désolé, je parlais toute seule. Alors, ce que je disais, c'est quelle belle capsule. Les étudiants nous font le témoignage, au fond, en cernant bien les enjeux, ce besoin-là de soutien en raison d'un sentiment de solitude qui est partagé par l'ensemble des participants à cette capsule-là, de se sentir seul, sentir même dans certains cas un peu inférieur. Donc, on ne peut plus remettre en question, c'est un élément clé, le soutien, l'accompagnement, le support à la réussite du cheminement scolaire pour soutenir cette persévérance-là qu'on sent chez tous les étudiants qui ont témoigné aujourd'hui. Alors, on ne peut plus remettre en question cette nécessité-là pour les institutions de mettre en place des stratégies de soutien pour nos étudiants des premiers peuples. Alors, on aura l'occasion dans quelques minutes d'entendre nos panélistes là-dessus, mais j'aimerais d'abord vous présenter Madame Janet Mark. Alors, bonjour Janet. Janet sera la messagère, c'est-à-dire que Janet, elle est conseillère stratégique. Bonjour Janet, content de te voir. Donc, conseillère stratégique à la réconciliation et à l'éducation autochtone à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle va donc agir à titre de messagère pour rapporter les grandes idées discutées dans cet atelier-ci et elle va pouvoir ramener ça lors de la cérémonie de l'engagement à la fin de l'événement, donc le 23 septembre, c'est aujourd'hui à 13h30. Alors, lors de l'appel à l'engagement lancé en juin dernier par les hôtes de l'événement, il y a plus de 38 propositions qui ont été reçues de la part de différentes universités canadiennes, québécoises et d'organisations autochtones. Nous tenons à saluer cette manifestation d'engagement pour favoriser une meilleure prise en compte des réalités des premiers peuples dans l'environnement postsecondaire. L'ensemble de ces engagements-là sont accessibles sur le site web de l'événement dont on vient de mettre le lien dans la zone de clavardage. Alors aujourd'hui, on a la chance de discuter avec 4 personnes engagées. Alors, il y a 4 panélistes qui sont aujourd'hui dans cet atelier-ci. Alors, on a Catherine Fortier, qui est bibliothécaire à l'Université de Montréal et qui va venir nous entretenir sur son projet ou sur le projet d'engagement que sont les bibliothèques universitaires des alliés de la décolonisation. Ce sont des initiatives en cours à l'Université de Montréal. On a également Isabelle Savard, qui est professeure, directrice des programmes en technologie éducative et en formation à distance au département de l'éducation à l'Université TÉLUQ.
Alors, le titre du projet, au fond, c'est « Conception participative d'un portail destiné aux Autochtones qui envisagent ou poursuivent des études universitaires ». Alors, bienvenue, Madame Savard. On a également Jenny-Lee Vachon, qui est étudiante à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, le titre du projet, c'est « Communauté interuniversitaire des étudiants autochtones du Québec ». Alors, bonjour, Jenny-Lee. Et nous avons également Tania Sirois, qui est directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Et l'engagement concerne la création d'habitations et de milieux de vie, accompagner la génération autochtone de demain. Alors donc, j'ai une première question à vous poser. Il n'y a pas d'ordre, hein? Vous irez quand le cœur vous dira d'y aller. Alors, la question que je vous pose, c'est, pouvez-vous nous parler d'abord de votre engagement, mais en quoi est-ce que cet engagement-là permet d'améliorer le soutien et les services aux étudiants des premiers peuples et en quoi il répond aux enjeux évoqués par les ambassadeurs? Alors, la parole est à celle qui voudra la prendre en premier. Alors, Madame Sportier, allez-y. Oui, je peux peut-être y aller. Oui, allez-y. Donc, j'étais contente d'entendre qu'un étudiant mentionnait que d'avant de proposer des activités ou des services, il fallait tenter de comprendre justement le besoin puis d'en discuter. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit-là qu'on a réalisé l'engagement que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, avant de présenter notre engagement, je veux juste souligner ici que je suis aujourd'hui ici à titre de porte-parole. Donc, je veux souligner qu'il s'agit d'un travail d'équipe. Donc, je veux juste nommer ici mes collègues des bibliothèques, Valérie, Sophie, Monique et Jean-François. Et je veux également souligner la part de Samuel, qui est responsable du Salon étudiant des premiers peuples à l'Université de Montréal. Donc, je vais faire une petite mise en contexte un peu de notre engagement. Donc, on l'a vu dans les journaux récemment, là, les bibliothèques sont perçues comme des lieux d'échange de savoir, mais aussi au cours des dernières années, il y a une prise de conscience qui a émergé du milieu. Puis, on a considéré qu'elle pouvait être aussi un instrument de colonialisme. Donc, on peut penser ici au système de classification des documents, des sujets attribués aux ouvrages et à l'offre de services. Puis, face à ce constat-là, un groupe d'employés de la direction des bibliothèques de l'Université de Montréal a proposé, en fait, à tout le personnel des bibliothèques 2 activités de réflexion en 2019 et 2021. Donc, une activité qui s'est appelée Rencontre autochtone, une seconde activité Initiative autochtone. Et puis, tout ce projet-là, ça s'inscrit dans le cadre des recommandations du Comité Vérité et Réconciliation de la Fédération canadienne des associations de bibliothèques. Donc, l'activité Rencontre, ça visait à sensibiliser les employés des bibliothèques aux réalités des étudiants autochtones et des professeurs autochtones. Et en fait, ce qu'on leur a demandé, c'est de venir nous parler de leur parcours, de leurs obstacles dans le milieu académique. C'est sous la forme d'une demi-journée, un peu de conférence. On a également invité un organisme autochtone à nous présenter un atelier de sensibilisation au monde autochtone où tous les participants ont pu poser toutes leurs questions et puis ça sans tabou. Dans un deuxième temps, on a réalisé l'activité Initiative autochtone. Puis l'objectif, en fait, c'était peut-être de mieux définir le rôle des bibliothèques dans ce processus-là de décolonisation. Puis là, cette fois-ci, parce que c'était en temps de pandémie, ça s'est décliné sous forme de série de conférences, de 3 conférences. Donc, une première conférence où on a présenté le plan d'action de l'UDM 2020-2023, place au premier peuple. Et on a également fait venir des différents intervenants dans le milieu des bibliothèques nationales et universitaires et ils sont venus nous présenter les différentes initiatives de mise en valeur du patrimoine autochtone. Et là, suite à ces activités-là, notre petit comité a déposé un bilan puis des recommandations à la direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. Donc, je vous présente un peu les engagements actuels qu'on a envers nos professeurs et étudiants autochtones. Depuis plusieurs années, on contribue aux mini-écoles de la santé de l'Université de Montréal. Donc, les mini-écoles, c'est une initiative du Dr Stanley Volant. Et en 2013, ma collègue Monique, qui est avec moi sur le comité, a proposé au Dr Volant d'ajouter un volet documentaire aux mini-écoles. Donc,
qu'un bibliothécaire, qu'un technicien en documentation de la direction des bibliothèques accompagne les étudiants en santé dans les communautés et agissent un peu comme médiateur du livre en amenant des livres pour enfants sur les métiers de la santé, sur les sciences, etc. Et puis, ce sont des ouvrages qui sont choisis avec la communauté et les bibliothécaires. Donc, on les présente, on est là durant la journée en communauté, puis à la suite de ça, on fait don de ces ouvrages-là à la bibliothèque scolaire de la communauté. Donc, à chaque année, c'est un projet qui revient, puis c'est un budget qu'on prend à même notre budget de développement de collection. Donc, aussi, depuis quelques années, ma collègue Sophie s'occupe plutôt de ce volet-là. Donc, c'est la lecture en cadeau, qui est un programme de la Fondation pour l'alphabétisation et qui s'attarde au décrochage scolaire puis à l'analphabétisme. Et nous, on participe, on met ça en branle partout à l'université et on a choisi de remettre les livres neufs qu'on a recueillis pour les enfants de 0 à 12 ans, donc qu'on remet à des écoles ou à des CPE de communautés autochtones qui sont inscrites à ce programme-là. Ensuite, c'est sûr qu'on a tous les bibliothécaires du réseau des bibliothèques, on porte une attention particulière au développement de collections, de nos collections. Donc, on souhaite encourager la production intellectuelle d'auteurs autochtones et de maisons d'édition autochtones également. À chaque année, les bibliothèques de l'UDM contribuent à leur façon à souligner la semaine autochtone, donc mythique. Et ça se fait de concert avec le Centre étudiant des premiers peuples et son coordonnateur. On a également plusieurs guides de recherche qui ont été réalisés par des bibliothécaires dans différents secteurs qui sont disponibles sur notre site web, donc en études autochtones, en santé autochtone et tout ce qui concerne les perspectives autochtones en éducation. Et puis, moi, en tant que bibliothécaire responsable des études autochtones à l'Université de Montréal, je collabore un peu comme agent de liaison, je pourrais dire, avec le responsable du Centre étudiant des premiers peuples, afin d'offrir un service documentaire pour les étudiants qui fréquentent le centre. Donc, soit lui m'invite au centre étudiant, on fait une activité en lien avec une thématique particulière, ou il me réfère directement des étudiants qui ont besoin de soutien pour faire leurs travaux, comment on recherche dans le catalogue, comment on peut retrouver des articles scientifiques pour faire un travail de recherche. Donc, on essaie de répondre justement aux besoins des étudiants en soutien à l'enseignement, à la recherche. Donc, on a formulé quelques recommandations suite à ces activités-là. Donc, ce serait peut-être nos engagements futurs qu'on aimerait accomplir. Donc, on aimerait bien pouvoir créer un comité consultatif sur les enjeux autochtones en bibliothèque, où il y aurait des étudiants autochtones qui siégeraient sur notre comité. Et là, ce qui est bien, c'est que dans le plan d'action Place au premier peuple, les bibliothèques sont directement interpellées dans le plan d'action. Et je voulais un peu l'intituler, donc, qui s'adresse à nous directement aux bibliothèques. Donc, poursuite et intensification de la prise en compte des besoins des personnes appartenant à une communauté autochtone dans l'offre de services des bibliothèques, entre autres en offrant un milieu accueillant et représentatif des cultures autochtones et en améliorant l'accessibilité de l'information sur les collections et sur les ouvrages relatifs aux enjeux autochtones. Donc, ce comité-là pourrait justement répondre à ce point-là du plan d'action. Donc, nous, on a suggéré que ça serait intéressant si on veut soutenir la mise en valeur des initiatives qu'on a déjà établies, mais il faudra avoir un budget qui soit récurrent, qui soit là chaque année. On souhaite aussi, puis ça, c'est des recommandations qu'on a eues des participants, proposer puis encourager les employés des bibliothèques à participer aux activités de sensibilisation aux questions autochtones, soit en organisant nous-mêmes aux bibliothèques ou en participant à celles qui sont offertes sur le campus. Donc, comme une étudiante le mentionnait, pour que les employés des bibliothèques soient conscients des réalités des étudiants autochtones. Ensuite, on suggère aussi de peut-être dédier un budget de développement de collection qui permettrait l'acquisition d'ouvrages produits par des auteurs des maisons d'édition autochtones, parce que pour l'instant, c'est pris à même les budgets des différentes disciplines. Donc, ce n'est pas nécessairement formalisé par un budget qui sera attribué juste pour les thématiques autochtones.
Et finalement, une dernière recommandation, on aimerait bien peut-être travailler en partenariat avec des cégeps afin d'offrir à un étudiant autochtone qui se crée au cégep la possibilité de venir travailler à temps partiel comme étudiant en technicien en documentation. Donc ça, c'est un peu nos souhaits pour le futur. Donc, c'était notre engagement. Merci beaucoup, Madame Fortier. Merci. Alors donc, on a 3 autres panélistes qui pourraient potentiellement prendre la parole. À qui la prochaine? Je peux y aller. Oui, allez-y, Madame Savard. Donc, bonjour, Koué. Je voudrais d'abord commencer par vous présenter l'équipe qui travaille avec moi sur ce projet-là. Hein. Je ne le fais pas toute seule, donc j'aimerais vous les présenter. On travaille en collaboration interuniversitaire TELUC UCAC. Donc, de l'UQAC, on a Francis Véro-Paul, Guylaine Malaison, Aurélie Paul, qui est une étudiante qui collabore avec nous. De l'UQAC, on a Hugo Asselin, Francis Lévesque, Natacha Savard, qui est une étudiante aussi assistante, Rachel Cloutier. Et de la TELUC, on a mon assistante Catherine Bolduc et moi-même. Je vais arrêter le partage. Donc, notre projet, en fait, notre projet il est né d'une propédeutique, d'une idée de propédeutique qui a été financée par le Fonds d'aide au développement de l'enseignement à distance du réseau UQ. On avait pour objectif de développer 3 modules de 1 crédit chacun environ dans ce projet-là pour aider les étudiants autochtones à se préparer aux études universitaires sans quitter leur communauté, donc en ayant recours à l'enseignement à distance. On avait un grand défi qui était l'accessibilité. Vous savez, on n'a pas accès à Internet de partout encore, malheureusement. Donc, on a inventé ou on a mis sur pied une propédeutique qu'on appelle pour l'instant en boîte, donc qui est une boîte qu'on peut envoyer dans les communautés qui fait que les gens ont accès à la formation, mais sans dépendre de l'accès à Internet. Cette technologie-là, étrangement, a été testée dans un autre de nos projets au Burkina Faso. L'an dernier, ça a bien fonctionné. On va le tester au cours des prochains mois dans 4 communautés différentes. On a aussi la propédeutique en ligne, évidemment, où il y a des activités qui vont être disponibles en ligne. Mais on a débuté notre projet par une analyse des besoins. On a consulté différentes personnes, on a fait passer un sondage où on a eu quand même un bon nombre de répondants. Nos consultations nous ont amené à prioriser 3 premiers modules dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais cette analyse-là nous a aussi amené à réaliser que des modules à compléter individuellement tout seul dans sa communauté de façon isolé, c'était pas assez. Donc, ça nous a amené à proposer le projet de portail qu'on vous présente aujourd'hui, qui, en plus de la propédeutique, va nous permettre de mettre en place une communauté d'apprentissage, mais aussi d'appui à l'apprentissage des, là, je dirais pas étudiants, je veux dire autochtones, parce qu'on veut inclure aussi ceux qui ne sont pas encore étudiants, mais qui jonglent avec l'idée d'étudier, puis qui voudraient essayer de voir un peu de quoi ça a l'air des études universitaires, qu'est-ce que ça impose, comment je peux me préparer à ça. Donc, une communauté d'apprentissage, d'appui à l'apprentissage où l'entraide entre les étudiants serait favorisée, où les plus avancés dans leur parcours pourraient aider les moins avancés, mais l'entraide peut être aussi dans le sens inverse, donc des étudiants qui posent des questions, qui amènent des réflexions qui peuvent faire avancer des étudiants qui sont plus avancés dans leur parcours. On va aussi, à l'Université TELUC, engager un coordonnateur ou une coordonnatrice autochtone. Les démarches sont en cours, donc qui va encadrer les travaux des étudiants, des participants à cette propédeutique-là et qui va faire de l'animation, de la modération dans les différentes modalités de communication.
On veut aussi avoir recours à des mentors autochtones. Donc là, je lance un appel à tous. On cherche des gens qui vont accepter de participer au projet. On sait bien qu'ils ne sont pas disponibles pour agir comme mentor toujours de façon synchrone au moment où l'étudiant en a besoin. Donc, on va enregistrer des vidéos qui vont être disponibles pour les étudiants, pour les encourager à continuer. On veut aussi avoir un peu la même approche avec des aînés ou des artistes autochtones qui pourraient engager, enregistrer ou préparer des mots d'encouragement pour nos participants à la propédeutique. Donc, en plus de cette communauté d'apprentissage-là qu'on va mettre en place, on veut mettre à disposition des outils qu'on espère qui vont être utiles pendant la propédeutique, mais aussi pendant le parcours universitaire qui va suivre si les gens décident d'entreprendre finalement des études. On est en train de mettre sur pied un outil de priorisation des besoins pédagogiques qui va être disponible en continu, en direct de l'environnement du portail, puis qui va fonctionner sur la base des recommandations de la communauté, c'est-à-dire que un participant au portail va pouvoir proposer un besoin pédagogique qu'il a et les collègues participants vont pouvoir aller voter pour ce besoin pédagogique-là. Ça va faire en sorte que ça va prioriser nos développements pour les prochains modules ou activités qu'on pourrait mettre en place dans la propédeutique. On veut aussi mettre en place une boîte à outils qui va comprendre différents outils pour développer les compétences du métier d'étudiant, mais qui va aussi permettre à l'apprenant de personnaliser sa boîte à outils, donc d'être capable de faire des choix d'outils qui sont efficaces pour lui ou elle, qui vont être utiles aussi dans la suite du parcours. Donc, peut-être que je peux vous montrer rapidement, là, juste l'environnement. Donc, c'est un tableau de bord assez classique. Hein? On ne veut pas que les gens soient perdus quand ils vont tomber dans d'autres environnements. Mais vous avez ici les thèmes de nos 3 premiers modules qui ont été priorisés par notre analyse des besoins. Donc, c'est les 3 premiers qu'on va développer. La suite des modules vont être développés par des étudiants, qui soient autochtones ou allochtones, qui vont cheminer au programme en technologie éducative et formation à distance. On a aussi un outil qui va permettre de documenter le progrès. Donc, les étudiants vont pouvoir voir leur progrès dans l'ensemble des activités, mais aussi dans le développement de leurs compétences d'étudiants. On a le petit renard ici, je m'excuse, j'ai 2 écrans, qu'on a mis en place pour qu'ils puissent accompagner les étudiants tout au long de leur cheminement dans la propédeutique. Donc, ce petit renard-là va pouvoir, là, les phrases ici vont être à retravailler. On va travailler ça bientôt. Mais l'idée, c'est de pouvoir joindre quelqu'un qui peut l'aider à l'accompagner. C'est certain qu'il va avoir le coordonnateur ici. L'étudiant va pouvoir dire « j'ai besoin d'un encouragement » et là, il va tomber sur des enregistrements des mots qu'on va avoir enregistrés qui vont apparaître aléatoirement. Donc, comme ça, quand il en a besoin, au moment de son choix, il va pouvoir aller voir quelques encouragements ou aller se chercher des sources de motivation. J'aimerais découvrir un artiste autochtone. Donc, ça, c'est une idée qu'on a de vouloir donner une vitrine aussi aux artistes autochtones puis de pouvoir permettre aux étudiants qui sont peut-être isolés de se reconnecter avec leur culture. On a ici les outils dont je vous ai parlé, donc outils de priorisation des besoins, coffre à outils. Comme je vous le disais, ça c'est notre maquette, donc on travaille là-dessus pour l'instant, mais ça va évoluer. Donc,
c'est là notre projet. Je vais m'arrêter là. Je pourrais donner plus d'informations après. Merci beaucoup, Madame Savard. Effectivement, très intéressant, tout comme la présentation de Madame Fortier, des éléments de soutien que vous avez mis de l'avant jusqu'à maintenant. Donc, de Tania ou de Jenny Lee? Alors, je pense que ce sera Tania. Oui, alors à toi la parole, Tania. Oui, merci Pierre. Comme Pierre me présentait, mon nom est Tania Sirois, je suis directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Donc, je vous parle aujourd'hui de juste qu'est-ce qui... Je vois juste peut-être qu'il y a un micro ouvert. Oui, un instant, oui, c'est ça, Madame oui, Pajot, okay. s'il vous plaît. Oui, il ne faut pas grand-chose pour me déconcentrer. Et ça, donc, les joies du Zoom. Donc, on va vous parler d'un projet. Donc, et juste avant, je me situe un peu aussi, là, je suis Innu de la communauté de Pessamit. Donc, je suis née à Bécomo, j'ai grandi à Bécomo, je suis allée au cégep à Montréal, j'ai fait mon université à Québec, donc soit mon bac à l'Université Laval et ma maîtrise à l'ENAP. Donc, j'ai navigué là, dans le réseau postsecondaire. Donc, ça allait de soi que quand j'allais être grande, donc que j'allais travailler là, pour le mieux-être des Autochtones qui vivent ou qui sont de passage en milieu urbain. Donc, j'ai vécu, j'ai été témoin surtout aussi d'enjeux qu'on pouvait rencontrer. Donc, il faut se rappeler aussi que dans les années 80, 90 et même avant, l'enjeu autochtone en milieu urbain, il était très méconnu des gouvernements et des gens aussi. Donc, les gens se sont retrouvés très marginalisés. Donc, je pense qu'on sous-estime encore aujourd'hui, en 2021, l'impact d'avoir marginalisé, là, par exemple, dans le réseau d'éducation, les gens qui ont continué quand même de faire leurs études, mais ça n'a pas contribué à donner un maximum de chances pour les étudiants autochtones et les élèves, mais je suis bien contente qu'on est rendu dans les années 2020 ailleurs et de voir l'intérêt des différentes institutions à vouloir faire mieux. Et donc, c'est une petite introduction que je voulais vous emmener. Donc, création d'habitations et de milieux de vie pour étudiants et élèves autochtones. Donc, le regroupement est approché en 2017 par le gouvernement du Québec. On a été approché par notre expertise quand même. Le regroupement existe depuis 1976. Donc, c'est notre mission d'améliorer, de contribuer à améliorer les conditions de vie des Autochtones en milieu urbain, faire de la représentation et tout ça. Donc, on avait quand même un bagage de connaissances en ce qui a trait les enjeux que les étudiants rencontraient. Et on l'a vu dans la capsule là, qui a commencé l'atelier. Donc, beaucoup d'enjeux au niveau de la discrimination, beaucoup d'enjeux au niveau choc culturel, barrière de la langue et tout ça. Donc, nous, ça faisait un bout qu'on avait observé ça et malheureusement, le logement devenait une barrière à la réussite éducative et à l'atteinte de diplomation. Okay? C'est deux choses différentes. On peut retourner aux études, on peut bien réussir ses études, mais il faut s'assurer que la personne se rende jusqu'à la diplomation. Donc, en collaboration avec le gouvernement du Québec, on a réfléchi à voir comment on pourrait offrir, au début, ça commençait comme ça, là, des centres d'hébergement pour étudiants. C'est comme ça que ça s'appelait au début. C'était une mesure. Donc, mais rapidement, en travaillant avec les étudiants, bien sûr, hein, je dis toujours qu'on peut réfléchir à Québec, on peut réfléchir à Montréal, mais les deux lieux qui ont été sélectionnés, c'était Sept-Îles et Trois-Rivières. On se disait, bien, c'est aux étudiants de nous dire, peut-être qu'ils ne seront plus là pour habiter les habitations, mais c'est à eux de nous faire connaître et comprendre cette réalité-là. Donc, ce n'est pas à nous de venir imposer ce qu'on pense et quoi que ce soit. Et ça, même si la plupart de mon équipe est Première Nation. Donc, on voulait vraiment que ça parte de la base. Et ça, je crois que c'est un élément clé. Et loin de mon intention de donner des leçons, mais au niveau des fois des institutions universitaires, il faut toujours se ramener à ça, de dire, ouais, mais on le fait pour qui? Puis qui est le mieux placé pour exprimer ses besoins que les personnes eux-mêmes?
Donc, rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas juste de l'hébergement, mais bien sûr un milieu de vie. On l'a entendu, là, comment qu'on peut se rassembler, comment qu'on peut être tous ensemble. Oui, dans notre logement, donc dans notre 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, mais comment qu'on peut créer des lieux communautaires dans ces habitations-là pour justement vivre notre culture. Donc, comment qu'on peut, sans se connaître au début de l'année scolaire, mais le niveau de l'entraide. L'entraide a été une valeur qui a été ressortie rapidement par les étudiants, les groupes focus qu'on a fait sur le terrain. Également, un élément important, c'est quelqu'un qui l'avait mentionné, ça ne vient pas de moi, c'est que la réussite va passer par une réussite familiale, c'est-à-dire comment qu'on offre un continuum de services autour, oui, de l'étudiant, l'étudiante, mais de sa famille, de son conjoint. Parce qu'on le sait, c'est documenté. Si moindrement il y a un pépin dans la vie privée des gens, on a des enjeux, exemple, et là je vais mettre peut-être ça un petit peu plus grave avec la DPJ. On a des enjeux, par exemple, un de nos parents est malade. On a des enjeux de notre enfant, de la difficulté à l'école. Souvent, le parent va abandonner son parcours scolaire. Donc, on veut vraiment offrir dans ces milieux de vie-là des endroits pour justement qu'on puisse détecter que les gens, on ne veut pas surveiller les gens, mais que les gens soient bien ouverts à venir demander de l'aide et tout ça. Rapidement, là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a 10 minutes, je vais quand même vous présenter et je vais vous mettre, on a une vidéo qu'on a présentée le 24 août qui présente bien le dossier, le projet de cette île, mais un peu pour vous mettre un peu là, on va dire pour pour peut-être vous inciter à aller voir la vidéo que je vais partager. Donc, rapidement, à quoi peut ressembler là, l'habitation. Fait que vous voyez, ça vraiment, les architectes ont vraiment travaillé avec qu'est-ce qu'ils ont entendu des étudiants. Donc, vraiment un lieu où qu'on a qui va être sur le terrain du cégep de cette île, mais vraiment un lieu communautaire, un pavillon communautaire qui a un CPE. Les services de garde, c'est extrêmement important. C'est des parents, en grande majorité, des mamans qui retournent aux études. Donc, comment qu'on peut contribuer justement à faire en sorte qu'on participe à cette réussite éducative-là. Et l'importance de ces, et là je vais arrêter mais comme je vous dis, je vais vous partager le lien du vidéo sur notre Facebook. Vous allez pouvoir aller l'écouter un 6 minutes bien investi là, pour bien connaître le projet. Fait qu'on vient répondre à beaucoup d'enjeux par rapport à ça. On vient répondre à l'enjeu d'isolement, d'offrir du logement abordable, de donner du soutien directement. De contribuer à la réussite de la famille, de donner un environnement qui est exempt de jugement, de discrimination. Hein. Malheureusement, ça existe encore un peu. Et l'importance, et je vais terminer là-dessus, l'importance aussi, comment on a développé ce projet-là. C'est beaucoup par et pour les Premières Nations, mais les partenaires ont été vraiment essentiels. Là, je parle de cette île, mais je pourrais parler de Trois-Rivières et éventuellement, il y a un troisième site qui sera annoncé sous peu. Mais les partenaires au niveau scolaire, au niveau universitaire, au niveau du cégep ont été un incontournable parce qu'il y a quand même des expertises qui ont été développées. Oui, nous, on a une expertise Première Nation, mais il y a des expertises des gens dans le quotidien. Vous, je dis vous parce que vous faites partie en bonne partie là, du monde des institutions universitaires, postsecondaires. Donc, il y avait une expertise à emmener. C'est vraiment de la co-construction, de la collaboration. Je ne crois pas qu'on y serait arrivé sans ça parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Derrière ces images-là, là, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'obstacles qu'on a fait face, mais tout le monde est devenu un petit ambassadeur de ce projet-là. Donc, que ce soit la ville de Sept-Îles, que ce soit la commission scolaire, que ce soit le cégep, que ce soit l'UQAC, oui, c'est ça. J'essaie toujours de bien le prononcer. Je me fais souvent, il y a beaucoup de hâte dans les universités du Québec. Donc, justement, de venir nous aider justement à faire la promotion et sensibiliser chacun des milieux. Et dernière chose, les rôles des institutions dans la question autochtone, je tenais à en parler, mais c'est tout dans une perspective. On parle beaucoup d'autodétermination. Tu sais, on parle de réconciliation, mais j'ai envie de parler d'autodétermination. Quel est le rôle des institutions à outiller les étudiants autochtones, pas à leur dire quoi faire, pas à leur dire tu devrais prendre 5 cours parce que les Autochtones, normalement, ils échouent. Non, pas ça. On donne un maximum d'outils pour justement que la boîte à outils soit bien complète. Et je crois que c'est ça. Fait
D'où l'importance, quand vous engagez du staff au sein de vos institutions, assurez-vous qu'ils aient le bon savoir-être. Assurez-vous, ils peuvent être allochtones. Il n'y a pas de problème. J'ai connu des gens allochtones incroyables, mais qui soient sensibles, qui aient des compétences culturelles et surtout des gens qui n'ont pas emprunté une identité autochtone. Malheureusement, je ne ferai pas part de l'actualité, mais on a vu en Ontario qu'est-ce qui pouvait se passer quand on parlait des bibliothèques, là, donc c'était même pas quelqu'un qui était Première Nation autochtone. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est très court, 10 minutes. Je vous mets en lien dans le chat notre vidéo pour vous faire prendre. Puis il est vraiment bien fait, le vidéo. Donc, Pierre, je m'arrête là, mais c'était très court, 10 minutes. C'était effectivement très court, mais tu as fait 9 minutes 20. Alors, c'était excellent. C'était 10 Tellement minutes. Bravo. discipliné comme jamais. Mais je voulais Bravo. aussi laisser un maximum de temps à Jenny Lee aussi. Merci beaucoup, Tania. Extrêmement intéressant. Je vais certainement aller voir la vidéo dont tu mettras le lien dans la zone de clavardage. Merci beaucoup. Alors, la dernière, mais non la moindre, Jenny Lee Vachon. Alors, à vous la parole, Jenny Lee. Moi, c'est Jenny. Je suis Innu de la communauté de Wahat Macnaghtenam. Moi, je suis venue vous présenter, discuter de notre projet. C'est quand même assez récent. Ça a été fait avec plusieurs universités. L'objectif du projet, c'est d'avoir une communauté interuniversitaire, donc qui regroupe tous les étudiants autochtones des différentes universités sous une même plateforme. Donc, pour débuter, nous, on a choisi Facebook. C'est quand même assez accessible pour tout le monde. On a fait un groupe Facebook. On a aussi fait un plan d'action. On a séparé ça en 4 axes qu'on trouvait quand même assez prioritaires pour les étudiants. Dans le fond, le but, c'est d'inclure que ce soit une communauté pour les étudiants, par les étudiants. On a eu l'aide de l'Université Québec. On a aussi l'UDM. Il y a plusieurs coordonnateurs qui sont là pour nous aider aussi. L'objectif, comme on a vu dans la capsule, étant moi-même étudiante autochtone, la solitude, elle vient assez rapidement. Quand on quitte notre communauté, on arrive dans un nouveau milieu, dans une nouvelle ville, souvent. Fait que la solitude, elle frappe quand même assez fort. Puis ce qu'on essaie de faire avec cette communauté-là, c'est justement que tous les étudiants autochtones ne se sentent pas seuls dans leur université. Si je prends comme exemple, moi, j'étais à l'UQTR. Ma première année, il n'y avait pas d'association. Moi, je ne voyais pas vraiment d'Autochtones dans l'école. C'est difficile des fois de se reconnaître, de savoir, d'avoir un sentiment d'appartenance quand on se sent un petit peu tout seul. Fait que le but de cette communauté-là, c'est vraiment de rassembler tous les étudiants autochtones, idéalement, au niveau universitaire, puis peut-être les futurs étudiants aussi qui seraient intéressés d'aller au niveau universitaire. C'est comme l'objectif de ça, c'est vraiment de partager les informations. Qu'est-ce qui se passe dans les autres universités? Comment qu'on peut s'aider? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir des conférences? Est-ce qu'il y en a qui ont des besoins particuliers dans leur université que le service s'offre pas? Si je peux encore donner un exemple, j'ai quand même fréquenté 2 universités dans 2 programmes différents. Je vous confirme que ce n'est pas uniforme dans chaque université. Il y a des universités qui sont super bien adaptées. Il y a une personne qui est engagée pour le soutien au service aux étudiants autochtones, mais il y en a d'autres, il n'y en a pas. Il y en a qui c'est dans les autres tâches connexes, ce n'est pas une priorité. Des fois, les employés ne sont peut-être pas tant... ils n'ont pas tant les connaissances sur les enjeux et les réalités, fait que ça rend ça un petit peu difficile. La communauté, elle sert vraiment à s'aider entre nous pour avoir des meilleurs services et un meilleur soutien. Souvent, quand on quitte notre communauté, ce qui nous manque, c'est le sentiment de communauté, c'est le sentiment de savoir qu'on a des gens avec nous, de savoir qu'on s'entraide, qu'on se soutient. Des fois, il y a des universités qui sont moins fréquentées par des étudiants autochtones ou juste en général, c'est pas toutes les universités qui ont beaucoup d'étudiants. C'est le fait que les étudiants peuvent aller sur ce groupe-là, puis s'entraider entre eux, puis
discuter de qu'est-ce qui a été fait dans leur université, qu'est-ce qui se fait dans d'autres universités, puis pouvoir voir, comparer, mais aussi s'aider à s'améliorer en tant qu'institution universitaire. C'est un peu l'objectif que les étudiants, oui, il faut outiller les étudiants, il faut qu'il y ait une uniformisation dans les services et soutien aux étudiants. Un autre exemple, excusez, j'en ai beaucoup. Un autre exemple, on a entendu parler dans la capsule que l'Université Laval font un comité d'accueil qui est un petit peu plus informel. J'ai eu la chance de le faire une année, mais quand je suis arrivée à l'UQTR, il n'y a pas d'accueil spécifique non plus, mais pourtant, c'est important que les étudiants arrivent et qu'ils sentent qu'ils ont des gens autour d'eux. C'est aussi le but de la communauté, c'est qu'on s'aide entre nous pour que l'accueil soit uniforme entre chaque université. Ça aide beaucoup à plusieurs enjeux, la solitude, le sentiment de communauté, mais il y a aussi le fait de savoir est-ce qu'il y a des universités qui sont plus adaptées au niveau du contenu dans les cours, est-ce qu'il y en a qui sont... Puis comment qu'on peut faire pour qu'il y ait plus de contenu dans les institutions universitaires autochtones. Je pense que ça, c'est un besoin qu'on a. Oh, mon Dieu, excusez. Puis, moi, pour ma part, je trouve que cette communauté-là est importante pour la réussite des étudiants. Je trouve qu'on se donne... Il y a le principe d'autodétermination, oui, mais il y a aussi le fait qu'on se soutient entre nous. Savoir qu'il y a quelqu'un qui fait criminologie à l'Université Laval, puis quelqu'un qui fait criminologie à l'Université de Montréal, mais il n'y a aucun autochtone, mais ils peuvent quand même s'aider. Il y a aussi le partage de connaissances entre nous. Moi, j'ai une liste de lectures écrites par des auteurs autochtones, je vous la partage si vous avez besoin. C'est vraiment un lieu où les étudiants peuvent échanger entre eux et s'entraider. Je trouve que c'est un peu ça. Ce qui est un peu triste, c'est que les universités n'ont pas cette uniformisation-là et la communauté va servir à ça. Moi, il y aurait une question qui comme ça a été que, tantôt, Tania a amené le point de donner une boîte à outils aux étudiants. Je suis tout à fait d'accord, mais je pense aussi que les enseignants et les personnels des institutions universitaires devraient avoir leur boîte à outils pour être beaucoup plus conscients des enjeux, des réalités, des besoins qu'on a aussi, que tous les contenus soient plus en lien. C'est pas normal que des fois, ils veulent parler des Premières Nations, mais que leurs données datent de 2000 ou 1995, quand aujourd'hui on est en 2021. Et je pense que on a vu aussi dans la capsule l'API qui dit 5 cours. Tous les étudiants autochtones prennent 5 cours. C'est pas normal. C'est pas... Oui, on est autochtone, oui, on est ensemble, mais chacun est quand même un individu et tout le monde devrait être capable d'avoir le soutien qui est adapté à cette personne-là. Le but, c'est ça, de la communauté. Idéalement, ce serait qu'on aide toutes les universités, pas juste une, mais qu'entre chacun d'entre nous, on puisse s'aider à avancer en tant qu'étudiants, puis s'aider dans notre réussite. Là. Je pense que c'est ensemble qu'on est plus fort, puis s'aider aussi, puis aider les institutions universitaires à nous aider dans un certain sens. Bravo, merci beaucoup, Jenny Lee. Très, très intéressant. Madame Sirois, Madame Fortier, Madame Savard, Madame Vachon, mon Dieu, vous avez été extrêmement intéressantes, de très, très belles initiatives qui nous rappellent au fond, indépendamment des projets qui sont de nature différente mais extrêmement importante, hein, vous nous avez parlé des assises, au fond, sur lesquelles tout ça doit aussi reposer. On a parlé de bien comprendre d'abord le besoin des premiers peuples. On a parlé beaucoup de cette sensibilité-là, de la compétence culturelle, au fond. C'est de ça dont il s'agit, le soutien, l'entraide, le partenariat, la co-construction, la collaboration. Alors ça, c'est des conditions de base à l'émergence de l'ensemble des autres projets. Alors merci beaucoup. Comme le disait le jeune Atikamekw dans la capsule, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais on est déjà engagé sur ce chemin-là.
Je me rappelais, il y a quelques décennies maintenant déjà, quand je suis allé à l'université, il n'était aucunement question de la question autochtone. Alors aujourd'hui, c'est un monde de différence. Alors bravo, merci beaucoup pour toutes vos initiatives. Alors donc, ce sera maintenant à vous, les participants, de collaborer ensemble dans des échanges. Vous allez vous retrouver maintenant dans des petites salles Zoom. Alors, ce sont des sous-groupes de 10 personnes maximum. Alors, vous êtes invités à discuter du sujet avec les autres participants de l'atelier. Voici donc quelques consignes pour y arriver. Donc, lorsqu'une fenêtre apparaîtra dans votre écran, il vous suffit de cliquer sur « Rejoindre une salle de discussion ». Vous serez alors dirigé en sous-groupe avec d'autres participants. Les participants unilingues anglophones sont invités à se regrouper dans une autre rencontre Zoom en suivant le lien qui vient tout juste d'apparaître dans la zone de clavardage. Alors, une personne va vous accueillir pour vous soutenir dans le déroulement de l'activité en anglais. Maintenant, les autres. Lorsque vous serez regroupés, alors on vous demande de vous présenter à tour de rôle, de manière extrêmement brève, évidemment, de discuter de ce que vous retenez de la capsule que nous avons regardée et des discussions des panélistes. Discuter au fond de ce qui vous inspire, discuter des projets, des éléments de réflexion que vous souhaitez partager. Consignez vos réponses dans le document collaboratif virtuel qui est mis à votre disposition et dont le lien vient aussi d'apparaître dans la zone de clavardage. Et les éléments consignés seront résumés lors de la cérémonie de clôture de l'événement qui, je le rappelle, se tient à 13h30 aujourd'hui. Alors, des membres de l'équipe de coordination vont circuler d'une salle à l'autre pour vous soutenir. Il n'y a pas de temps limite pour vos échanges. Vous pouvez donc quitter lorsque vous serez prêt. Alors, je vous rappelle donc que la cérémonie de l'engagement qui clôturera le Forum national sur la réconciliation 2021 commencera à 13h30. Encore une fois, merci beaucoup aux panélistes de votre générosité, du partage de vos expériences. Vous nous donnez de l'espoir et on en a grandement besoin. Alors donc, merci à tous ceux et celles qui ont participé à l'atelier. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Merci.